Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la situation au Moyen-Orient, mais surtout la bande de Gaza et justement l'actualité dans la bande de Gaza, mais aussi tout ce qui a rapport avec la question israélo-palestinienne. Pour commencer, j'aimerais bien rappeler que le ministre palestinien de la Santé a mis en garde contre la pénurie de médicaments qui menace la vie de milliers de patients, dont 4000 atteints de cancer, et ce selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Des pénuries nationales se conjuguent à la destruction planifiée du système sanitaire dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes ciblent de manière répétée les infrastructures hospitalières de l'enclave palestinienne, imposant en parallèle un blocus hermétique et justement qui interdit l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant indispensable au fonctionnement des générateurs. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, le ministère palestinien de la Santé a mis en garde contre la pénurie de médicaments qui menace la vie de milliers de patients, dont 4000 atteints de cancer. Les autorités attribuent ce tarissement de stock à la crise financière provoquée par le prolongé des fonds de compensation fiscale par Israël. Ces fonds de compensation représentent les taxes perçues par les autorités israéliennes sur les marchandises importées par les Palestiniens. Depuis 15 mois, ces revenus, qui couvrent environ 68% des recettes budgétaires de l'autorité palestinienne, sont totalement bloqués par Tel Aviv, accumulant une dette supérieure à 5 milliards de dollars. Le ministère a annoncé que ce gel étouffe la trésorerie nationale et paralyse les chaînes d'approvisionnement des fournisseurs médicaux. Selon le communiqué ministériel, plus de 726 catégories de produits médicaux affichent un stock totalement nul dans les dépôts centraux. Sur les 520 traitements essentiels habituellement fournis par l'État, 180 médicaments de base sont introuvables. Le secteur de l'oncologie est le plus durement touché, avec 50 molécules anticancéreuses en rupture totale sur les 97 protocoles indispensables au traitement des tumeurs. Cette pénurie asphyxie le fonctionnement quotidien des infrastructures sanitaires de Cisjordanie et de Gaza occupées, entraînant le report forcé de plus de 11 000 interventions chirurgicales programmées depuis le début de l'année 2026. Le manque de fournitures vitales touche directement les filtres pour les séances de dialyse, le matériel de cathétérisme cardiaque, les tuteurs vasculaires, ainsi que les fils de sutures chirurgicaux de haute précision. L'effondrement des stocks aggrave une situation déjà alarmante dans la bande de Gaza, où les infrastructures hospitalières détruites et privées de carburant luttent pour faire face à un afflux inédit de blessés. Cette pénurie nationale se conjugue à la destruction planifiée du système sanitaire dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes ciblent de manière répétée les infrastructures hospitalières de l'enclave, imposant en parallèle un blocus éthique qui interdit l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant indispensable au fonctionnement des générateurs. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans les territoires palestiniens, a expliqué en mai 2026 qu'uniquement 53% des hôpitaux et 58% des centres de santé de Gaza sont opérationnels, expliquant qu'une grande majorité d'entre eux ne le sont qu'en partie. L'OMS a recensé 22 attaques contre les services de santé à Gaza cette année. Selon l'OMS, plus de 43 000 personnes à Gaza, dont 10 000 enfants, ont subi des blessures nécessitant réduction, prothèses et dispositifs d'assistance sur le long terme. Eh bien, dans les territoires palestiniens occupés, c'est une pénurie de médicaments qui menace la vie de milliers de malades, de Palestiniens. Donc 4000 atteints
de concert. Pour un regard sur l'actualité dans la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne direct M. Amr Saleh, Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie et politique. Dr Amr Saleh, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, justement pour parler. Toujours bien. Dr Amr Saleh, je suis professeur d'économie politique et ancien conseiller de la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous justement pour parler de la bande de Gaza, pour parler de l'actualité. On commence bien avec tout ce qui est humanitaire. Donc c'est une population qui souffre toujours. Les violences se poursuivent dans la bande de Gaza. J'aimerais bien commencer justement par cette pénurie de médicaments, de fournitures médicales. Justement, à quel point ça reflète, selon vous, justement, l'incapacité de la communauté internationale de porter de l'aide à une population comme celle de la bande de Gaza qui souffre depuis 2023? Écoutez, la situation à Gaza humanitaire est plus qu'alarmante. On a vu la destruction totale de la bande de Gaza et l'occupation israélienne de la quasi-totalité de la bande de Gaza, donc l'afflux des populations qui vivent dans des tentes, dans des conditions extrêmement défavorisées. Nous avons vu les propos et les conditions de vie dans lesquelles ces populations vivent. Nous avons aussi vu les rapports de la communauté internationale et des institutions internationales, que ce soit médicales ou humanitaires, une situation qui plus que précaire, due à l'absence totale d'aide humanitaire. Ici par là, on voit des convois militaires qui arrivent de l'Égypte, aussi des Émirats arabes unis et des pays arabes qui sont les premiers fournisseurs d'aide humanitaire, mais somme toute, il y a eu aussi il y a quelques jours l'arrêt de la flotilla de paix qui voulait acheminer de l'aide humanitaire à travers la Méditerranée. L'aide humanitaire avec cette situation précaire, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de service, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'infrastructure, en fait, ni médicale, ni humanitaire. Dans cette situation plus qu'alarmante dans la bande de Gaza. Très bien. Justement, si on donne deux chiffres, par exemple, on voit justement un report forcé de plus de 11 000 interventions chirurgicales programmées depuis le début de l'année 2026. Quand vous l'avez justement précisé, ce sont encore quelques pays qui continuent à fournir de l'humanitaire. C'est l'Égypte qui poursuit justement l'acheminement de l'aide humanitaire autant que possible, autant que permet aussi les conditions. J'aimerais bien rappeler que de son 9e convoi d'aide humanitaire de Zadez est entré dans la bande de Gaza via le terminal terrestre de Rafah. Pourtant, justement, la situation reste délicate. Si on parle politique, le gouvernement irlandais a annoncé vendredi dernier avoir interdit l'entrée sur son territoire de ministres israéliens de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et des finances, Bezalel Smotrich, deux figures de l'extrême droite en Israël. L'Irlande a aussi appelé à des sanctions au niveau de l'Union européenne. À quel point une telle décision pourrait-elle d'un côté encourager d'autres pays européens à prendre des mesures ou des décisions similaires, et à quel point aussi ça pourrait faire une sorte de pression sur le gouvernement israélien? Écoutez, il faut que la communauté internationale renforce ses mesures de sécurité dans la bande de Gaza. Il faut qu'il y ait plus d'acheminement d'aide humanitaire. L'Union européenne est très active et les institutions internationales sont très actives dans le domaine de l'aide humanitaire, mais vous savez que l'ONU, en fait, est malheureusement en faillite et en crise financière, ce qui
fait que on n'entend pas et on n'entend pas en fait à un grand mouvement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Vous savez que dans le monde actuellement, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire avec les problèmes catastrophiques et la croissance des guerres, la croissance des guerres, des conflits dans le monde. Vous avez à peu près 400 à 500 millions de personnes dans le monde actuellement qui dépendent, ajoutant à cela les déplacés. Nous avons ce nombre de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire au moment où il y a une diminution, malheureusement, du financement de l'aide humanitaire. Et donc, je crois que la seule solution, c'est la solution politique, comme vous l'avez dit, solution politique et essayer de faire en sorte qu'il y ait un regain de confiance et de paix dans le monde et que l'ONU fasse davantage d'efforts pour résoudre les conflits qui existent de manière plus pacifique et donc à éviter toutes ces guerres et toute cette destruction des villes et des villages à travers le monde qui entraînent cette flambée de violence en fait. Très bien. La guerre, la situation dans les territoires palestiniens occupés est aujourd'hui liée, selon vous, à l'actualité au Liban, c'est-à-dire l'actualité au Liban est aujourd'hui liée à l'escalade militaire au Moyen-Orient. On parle certainement de la guerre qui a été menée par les États-Unis contre l'Iran. On voit aussi une deuxième phase d'escalade avec des négociations qui sont au point mort. Toujours l'actualité au Liban était plus ou moins, le dossier libanais était plus ou moins lié au dossier palestinien, même si pas directement. Aujourd'hui, à quel point les trois dossiers sont liés? L'occupation malienne de la bande de Gaza et puis les agressions qui se continuent au Liban, en Syrie et dans plusieurs régions du Proche-Orient sont toujours liées au problème du Proche-Orient, au problème du conflit israélo-arabe au Proche-Orient, ce conflit qui est à la base de ces problèmes économiques et sociaux et qui engendrent, comme au Libye, nous avons vu au cours de ces derniers jours, une aggravation, une augmentation des attaques libanaises, israéliennes sur le Liban, le Beyrouth, le sud Beyrouth, et l'afflux et l'émigration des populations, un grand pourcentage de la population libanaise au sud vers le nord. Beaucoup de Libanais vivent dans des tentes et dans des conditions lamentables, avec une non-entente pour parler entre le Liban et Israël aux États-Unis, mais sur le terrain, la situation est autre chose et donc on espère que avec ces pourparlers, on aura un terme à ces agressions et à ce conflit au sud du Liban. Très bien. Retour à la décision du gouvernement irlandais qui a été prise en raison du rôle de ses responsables, justement le rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza. Dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que la France avait annoncé le 23 mai dernière mesure similaire d'interdiction de son territoire à l'encontre de Ben Gvir. Or, de l'Union européenne, Ben Gvir et sont sous le coup de sanctions de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de Norvège, où ils sont également justement interdits du territoire. Tout ce qui est politique, donc il y a quelques mois, on parlait justement d'un plan de paix entre Israéliens et Palestiniens sur 3 phases. Est-ce que ce plan de paix de Donald Trump est toujours, est-ce
qu'il y a de l'espoir, si vous voulez, justement, quant à la mise en application de ce plan de paix? Écoutez, le président américain Donald Trump est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une paix, mais je crois que je vous disais qu'il y a des pourparlers actuellement qui se déroulent entre Israéliens et le Liban et les Libanais, mais sur le terrain, la situation est autre. Et donc, personnellement, si vous me demandez mon avis, je crois que on ne voit pas une issue très rapide de la situation. On entend, comme vous l'avez dit, qu'il y ait des pourparlers, qu'il y ait des plans de paix, mais sur le terrain, nous voyons malheureusement une autre situation qui est plus grave. Dr Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup à vous, Dr Amr Saleh. Merci infiniment. Merci. Eh bien, comme vient de le dire, c'est le gouvernement irlandais qui a annoncé vendredi dernier avoir interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et des finances, Bezalel Smotrich, deux figures de l'extrême droite en Israël, et a appelé à des sanctions au niveau de l'Union européenne. Cette décision, je vous le rappelle, aussi a été prise justement en raison de leur rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza. Le ministère irlandais de la Justice a annoncé que le gouvernement a annoncé vendredi avoir interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la Sécurité nationale et des Finances, de figures d'extrême droite en Israël, et a appelé à des sanctions au niveau de l'Union européenne. Cette décision a été prise en raison de leur rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza, selon le ministère irlandais de la Justice. Cette annonce intervient alors qu'au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne ont réclamé en mai la mise en place de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale après la diffusion d'une vidéo montrant le traitement brutal qu'il a infligé à des militants étrangers de la flotte pour Gaza après leur arrestation en mer par Israël. Le Premier ministre irlandais Michael Martin avait lui écrit le 20 mai au président du Conseil européen Antonio Costa pour demander des mesures supplémentaires de l'Union européenne contre Israël. Selon moi, leur comportement justifie des sanctions au niveau de l'Union européenne également, et c'est quelque chose que nous soulèverons, a-t-il déclaré vendredi depuis le Monténégro où se tient un sommet Union européenne-Balkans. La France a annoncé le 23 mai une mesure similaire d'interdiction de son territoire à l'encontre de Ben-Gvir. Hors de l'Union européenne, les deux ministres sont sous le coup de sanctions de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, où ils sont également interdits de territoire. Ces pays avaient annoncé conjointement le 10 juin 2005 ces sanctions, les accusant d'incitation à la violence contre les Palestiniens, en particulier en Cisjordanie, où la colonisation ne cesse de progresser. Dr Samir Slimane est avec nous en ligne en direct pour parler justement de cette mesure. Dr Samir Slimane, vous êtes analyste politique. Bonjour et merci d'être avec nous justement parmi nous en direct pour parler de la situation dans la bande de Gaza. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous, Dr Samir. Justement, on parle politique pour commencer. Une décision justement de la part du gouvernement irlandais. Elle n'est pas le premier pays à prendre une telle décision, même si des espoirs peut-être pour une décision encore plus élargie de la part de l'Union européenne.
Comment voyez-vous cette mesure? Est-ce que ça représente une justement sorte de pression ou ça reste plutôt une décision symbolique? Malgré que c'est une décision qui paraît symbolique pour certains, Oui. mais c'est une décision extrêmement importante. Elle a énormément de signification. En interdisant l'accès à son territoire, deux ministres israéliens, bien sûr le ministre de la Sécurité nationale et des Finances, M. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, l'Irlande franchit un cap diplomatique hautement symbolique. Cette décision marque le rejet ferme par Dublin, bien entendu, Oui. des positions ultranationalistes et des déclarations incendiaires de ces deux ministres, ces deux figures de l'extrême droite israélienne, notamment concernant la colonisation et le déplacement de la population. Ces positionnements forts traduisent un acte politique historique, dans une ligne historique palestinienne, bien entendu. L'Irlande accentue l'isolement de l'aile radicale du gouvernement israélien, bien entendu, sur la scène européenne, même sur la scène internationale. Très bien. Si des mesures plus ou moins similaires ont été prises par d'autres pays, que ce soit dans l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne, est-ce que ceci dit, justement, est-ce que cela représente une conscience plus accrue vis-à-vis de la question palestinienne? J'aurais bien à dire, est-ce que le monde aujourd'hui est conscient, parce qu'on a passé des années à mettre justement le visage loin de la vérité. Aujourd'hui, on est conscient, voilà, c'est le monde entier qui est témoin de ce qui se passe dans la bande de Gaza, des exactions israéliennes au niveau des territoires palestiniens occupés. On voit justement ces violences, on voit des destructions, des infrastructures qui ont été complètement détruites en population dans la détresse. Aujourd'hui, le monde entier est témoin de ceci et commence peut-être à faire une sorte de pression. À quel point cette pression pourrait être traduite justement aussi sur le terrain? Bien entendu, comme vous l'avez bien signalé, beaucoup de pays, l'Espagne aussi, il a pris des mesures, d'autres pays, mais le pas de l'Irlande est extrêmement hautement symbolique, comme on l'a expliqué auparavant. Et beaucoup de pays expriment à l'intérieur, mais n'osent même pas sortir en craignant des mesures américaines. Vous savez que les États-Unis soutiennent à tort et à raison Israël à chaque décision. C'est eux qui font bloc derrière et en craignant des sanctions par-ci ou par-là. Mais le monde entier est d'accord. On n'en a jamais vu. Entendez, M. Trump il disait au Netanyahu dernièrement, tout le monde a entendu, vous avez transformé Israël comme le pays le plus détesté au monde. Ah, depuis quand M. Trump il est au courant de cette réalité, il n'ose même pas la prononcer, tellement les exagérations de Netanyahu ils ont fait un bruit des réactions dans le monde entier. Tous les journaux, tous les infos ne parlent que des exagérations israéliennes, comme vous l'avez signalé à l'instant. Et même le président des États-Unis, il a trouvé ça, c'est vraiment, ça a dépassé toutes les limites. Le monde entier se réveille vraiment. Il va y avoir un jour qu'il y aura un vrai réveil et que M. Netanyahu il sera conscient de la destruction totale qui est en train de commettre et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et peut-être on aura un jour bientôt, on verra tout ça. Très bien. Docteur Samir Smian, vous êtes analyste politique aussi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous, docteur. Et là, on rappelle que depuis le début
de la guerre à Gaza, la communauté internationale exerce des pressions croissantes, et ce afin de limiter l'escalade du conflit et de favoriser un retour au calme. Ces pressions proviennent de plusieurs acteurs, notamment les Nations Unies, les grandes puissances, les organisations internationales, mais aussi les organisations humanitaires internationales, ainsi que de nombreux pays arabes et européens. Les appels répétés à un cessez-le-feu, à la protection civile et à l'acheminement de l'aide humanitaire ont contribué à maintenir la question de Gaza au centre des préoccupations internationales. Plusieurs États ont insisté sur la nécessité de parvenir à une solution politique durable et de relancer les négociations afin d'éviter une aggravation de la crise humanitaire. Les pressions diplomatiques ont également encouragé les médiateurs régionaux à intensifier leurs efforts pour préserver les accords de trêve et relancer les discussions entre les parties concernées. L'Égypte, le Qatar et d'autres acteurs internationaux poursuivent leur démarche pour consolider le cessez-le-feu et prévenir une reprise des hostilités. Par ailleurs, les critiques formulées par de nombreuses organisations internationales concernant la situation humanitaire à Gaza ont renforcé les appels à l'ouverture des points de passage et à l'augmentation de l'aide destinée aux populations civiles. Plusieurs responsables internationaux et religieux ont également plaidé en faveur d'une désescalade et d'une solution négociée au conflit. Cependant, malgré ces efforts, le processus de paix demeure fragile. Les divergences politiques, les questions liées à la sécurité et les violations signalées sur le terrain continuent de compliquer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu durable. Les observateurs estiment que les pressions internationales peuvent favoriser l'apaisement, mais qu'une solution stable nécessite un engagement politique sérieux de toutes les parties concernées. Les pressions internationales ont joué un rôle important dans les tentatives de réduction des tensions à Gaza et dans le soutien aux efforts diplomatiques visant à instaurer le calme. Toutefois, la stabilité durable dépendra de la poursuite du dialogue, du respect des accords conclus et de la recherche d'une solution politique capable de répondre aux aspirations de toutes les parties.